merci. J'ai dit à Jean-François que j'avais pas changé de titre, mais en fait, c'est parce que j'ai plus de titre. Vous allez voir si ça fonctionne encore avec ce que je cherche à Ce dire. sera la première question. C'est très bien. Oui. Excusez-moi, je suis nerveux. C'est la première fois que je fais de la télévision. Je suis apparu une fois par accident en entrée principale, mais c'était pas diffusé à l'international. Je commencerai peut-être par une petite anecdote, en fait, brève. Il y a un magazine français récemment qui demandait à 13 écrivains contemporains de dire quel était le chef-d'œuvre absolu de la littérature française pour eux. Et bon, peut-être que je vous laisserai deviner combien de fois est-ce que Julien Gracq, Le Rivage des Sirtes, est apparu. 0. Par contre, il a fait une meilleure figure dans le chef-d'œuvre qui est le plus ennuyant et le plus... le chef-d'œuvre qui me tombe des mains. Il est apparu 2 fois sur 13 à ce moment-là. Donc, si vous trouvez ma présentation bof, c'est le livre. Il y a quelque chose qui, à chaque lecture et relecture du Rivage des Sirtes de Julien Gracq, me fascine. C'est cette impression continue, mais toujours évanescente, fugace, que l'on s'apprête à toucher au sens, à toucher à cette œuvre si ambiguë, si polysémique, à ce que cette œuvre semble vouloir nous pointer du doigt entre les lignes. Mais dans ce roman qui se caractérise par son côté nocturne et secret, il n'est pas simplement malaisé de bien voir, cela relève plutôt à certains égards d'un défi insurmontable, et c'est d'ailleurs ce qui va m'intéresser dans le cadre de cette communication, c'est-à-dire la mise en écriture de la vision dans Le Rivage des Sirtes. Mais avant de commencer, un très bref résumé de cette œuvre danse à l'attention de ceux qui ne l'ont pas lu et des autres, ceux qui prétendent l'avoir lu. Le Rivage des Sirtes raconte l'histoire d'Aldo, un jeune homme issu d'une des plus vieilles familles d'Orsena qui est envoyé comme observateur dans une forteresse érigée sur le Rivage des Sirtes. Cette forteresse, dite l'Amirauté, surveille la mer qui sépare Orsena du Farguestan, pays mystérieux avec lequel Orsena est en guerre depuis 3 siècles, bien qu'à travers le temps, cette guerre est finie par s'endormir d'elle-même. Mais une frange d'individus pose le regard sur le pays mystérieux en attente d'un événement à venir. Le récit suivra la lente mais irrémédiable remise en mouvement de cette guerre. Cette guerre, cependant, et c'est ce que j'essaierai de montrer, n'est pas vraiment celle de 2 nations, celle d'Orsena contre le Farguestan, c'est plutôt la guerre de 2 visions. Celle de la vision disciplinaire de l'administration contre la vision révolutionnaire de la communauté des visionnaires. Pourquoi d'abord et avant tout s'intéresser à la mise en écriture de la vision dans Le Rivage des Sirtes? 2 raisons me motivent principalement. Premièrement, en raison de l'omniprésence dans le texte du vocabulaire lié à la vue, à l'œil, au regard, à la vision, omniprésence qu'Yves Bridel a prouvée statistiquement. Et il y a sans doute dans cette présence statistiquement vérifiable, j'en suis persuadé, quelque chose qui explique cette impression constante qu'on s'apprête à voir quelque chose. Cet incroyable paradoxe qui fait que même si tout se passe la nuit, même si tout se passe dans la brume, même si tout reste opaque et indéchiffrable, c'est bel et bien le sens de la vue qui prédomine dans Le Rivage des Sirtes. Plusieurs personnes se sont déjà penchées sur la vision dans les romans de Julien Gracq, peu, cependant, à ma connaissance du moins, et c'est la seconde raison de mon étude de la mise en écriture de la vision dans Le Rivage des Sirtes, peu se sont vraiment ingéniés à voir dans cette multitude de visions présentes un jeu, une dynamique, une véritable guerre. La vision, pour eux, semble s'inscrire positivement dans le roman. Elle semble s'inscrire dans un pour. C'est-à-dire que la vision naîtrait d'elle-même, et les parallèles au désir qui semble également naître de lui-même, et les deux, la vision et le désir, finissent eux-mêmes par donner naissance à quelque chose. Or, malgré la présence incontestable de ce pour dans Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq, je fais l'hypothèse qu'encore plus fondamentalement, c'est négativement, c'est dans un contre que s'inscrit la vision du Rivage des Sirtes. Si elle donne naissance, la vision et le désir qui la sous-tend ne naissent cependant pas d'eux-mêmes, mais en réaction à quelque chose et contre ce quelque chose. C'est dans la compétition d'une vision opposée que peut naître une nouvelle vision dans Le Rivage des Sirtes, et s'opposant à la première, la seconde vision a nécessairement quelque chose de révolutionnaire. Pour le moment, peut-être que tout cela vous semble un peu abstrait, mais nous allons voir ensemble à même Le Rivage des Sirtes, comment la mise en écriture de la vision inscrit dans le texte un jeu, une dynamique entre visions opposées, participe à l'émergence d'une communauté au détriment d'une société, et j'espère qu'alors ce que je viens d'introduire vous apparaîtra plus clairement.
Laissons la vision de côté un instant et avant d'entrer dans le roman qui nous intéresse ici, je vous invite à faire un détour par un texte hommage de Julien Gracq à Lautréamont, dont la rédaction précède de quelques années celle du Rivage des Syrtes. Publié en 1947 dans sa première version, le texte, qui s'appelle Lautréamont toujours, se penche sur quelques caractéristiques de l'œuvre de Lautréamont qui rendent cet écrivain si exceptionnel pour Gracq. L'une de ces caractéristiques m'intéresse particulièrement, la description imaginée par Gracq de l'expérience vécue par Lautréamont à l'internat, et plus spécifiquement encore, la description de la marque profonde qu'aurait laissée cette expérience de l'internat dans l'écriture. Je cite, « Si avare de détails qu'apparaissent les biographies publiées de Lautréamont, à leur lecture, la conviction se renforce que chez cet être mort très jeune, un événement, son séjour forcé au collège, a laissé une trace ineffaçable, et que ce qu'on peut bien appeler la tragédie de l'internat a été vécu par lui dans des conditions particulières d'acuité et d'angoisse. » Et un peu plus loin, je cite, « C'est sur cette vie prisonnière et secrète, cette franc-maçonnerie collégiale de l'enfance et de l'adolescence que se grefferait, selon nous, l'un des aspects les plus déconcertants des chants, l'humour congénital à Lautréamont et la manière ambiguë qu'il a de disloquer, comme aucun autre le lecteur, d'une façon angoissante, entre un rire nerveux des plus gênants et une certaine forme de terreur. » Pour Gracq, donc, et c'est ce qui m'intéresse dans le cadre de ce que nous allons étudier, l'internat ne fait pas que marquer à jamais l'âme de celui qui en fait l'expérience. Chez Lautréamont, il est dit qu'elle laisse une trace sensible, une trace bel et bien lisible. La vie prisonnière et secrète de l'interne devient un greffon qui se lit. Elle modèle l'écriture, elle fait affleurer une certaine manière de dire, une poétique singulière. Dans Lautréamont toujours, Julien Gracq élude cependant une donnée essentielle selon moi. C'est là même sans doute qui fait qu'il parvient à lire quelque chose comme la poétique de une poétique de l'internat chez Lautréamont. Et cette donnée, c'est le fait que lui-même ait vécu le régime de l'internat. Comme chez Lautréamont, les biographies de Julien Gracq sont avares de détails, mais dans celle-ci, un élément ne laisse pas de doute et c'est la cassure dans sa vie que représente son séjour à l'internat. Pour information, de façon anecdotique, Julien Gracq entre à l'internat à l'âge de 11 ans en 1921 au lycée Clémenceau à Nantes et se rend interne jusqu'en 1935, après Clémenceau à Henri IV, puis à l'École normale supérieure et à Saint-Mexan. Une chronologie de sa vie dresse un tableau résolument négatif de cette expérience. Je cite, « Tout lui pèse, lui semble odieux, l'éloignement de la maison familiale, l'anonymat grisâtre des lieux, la promiscuité continue, la nourriture médiocre, la claustration, le caporalisme disciplinaire, la complète monotonie répétitive des journées. » Il n'a pas aimé ça. À la manière de ce que Gracq lisait dans les chants de Lautréamont, peut-on supposer que l'internat a laissé une trace dans l'écriture de Julien Gracq, et plus spécifiquement une trace dans l'écriture du Rivage des Syrtes. Beaucoup plus tard, l'écrivain revient sur cette expérience d'interne dans un récit autobiographique publié en 1985, La forme d'une ville. Et c'est ce qu'il écrit de l'épreuve de l'internat qui devient particulièrement intéressant dans le cadre de l'analyse que je souhaite vous proposer. À travers son écriture de son expérience, Julien Gracq suggère selon moi une piste par rapport à cette fameuse marque laissée par l'internat sur sa propre écriture, la trace sensible, lisible que son passage à l'école des internes a imprimée dans ses textes. Je cite une description de l'internat telle que vécue par Julien Gracq dans un passage de La forme d'une ville. « Avec le recul d'un demi-siècle, je suis étonné de tout ce que l'institution avait conservé de napoléonien. Ordre, uniformité, hiérarchie, discipline restaient les maîtres mots. C'était une institution rude aux angles vifs et coupants, où tout mouvement spontané avait chance d'être meurtrissure, où presque toutes les situations étaient d'inconfort. Elle imposait le sentiment d'une absence de recours, d'une distance entre le haut et le bas presque infranchissable. » À partir de là, nous pouvons maintenant revenir sur la mise en écriture de la vision dans le Rivage des Syrtes. Car il y a en puissance sous-entendu dans cette dernière citation la première des visions sur laquelle je souhaite que nous nous penchions. Rappelons-nous, le roman s'ouvre sur le personnage d'Aldo, jeune homme qui vient d'être nommé observateur dans la lointaine contrée des Syrtes. En quoi consiste ce rôle d'observateur? L'observateur cherche à contrôler, à surveiller, à maintenir l'ordre et surtout à réprimer l'insubordination, à réprimer la visée révolutionnaire. Je cite, « Contre les risques d'une intrigue ou d'un coup d'État militaire, longtemps redouté à l'époque où des guerres continuelles l'obligeaient à tenir en campagne des forces importantes, l'aristocratie d'Orsena n'a pas cru se prémunir assez en imposant la plus étroite suggestion des cadres militaires au pouvoir civil. Depuis des temps très reculés,
Les plus nobles familles ne pensent point d'échoir en déléguant auprès d'eux leurs jeunes hommes dans des fonctions qui touchent de fort près aux pratiques de l'espionnage et dont l'effet a été longtemps d'étouffer dans l'œuf toute tentative de conspiration armée. Comme pour la description de l'internat faite par Gracq, il y a ici instauration d'un haut, l'administration, l'aristocratie, et d'un bas, les militaires dans cet extrait, mais dans le reste du roman, ce sera également toute la population d'Orsena. Dans le rivage des Syrtes, rien n'échappe au regard de l'administration, mais cette visibilité, cette transparence totale n'est certainement pas à double sens. L'administration, elle, reste complètement indistincte, inaccessible, mystérieuse, en ce qu'elle échappe à tous les regards. On dit même d'elle qu'elle se situe dans les instances secrètes de la ville. La vision de l'administration en est une de surveillance, de contrôle, de discipline. Elle cherche à maintenir un ordre ancestral interne, elle cherche à préserver le social tel qu'il est et tel qu'il l'a toujours été. Elle s'affaire à ce que tous gardent leur place respective, à ce que l'équilibre ne soit jamais renversé. Cette vision omniprésente mais invisible, ce regard autoritaire constamment posé sur sa cible, est en lui-même agissant. Il faut revenir pour s'en convaincre au Surveiller et punir de Foucault et notamment sur sa description du panopticon de Bentham. La vision de l'administration crée en elle-même l'ordre, le conformisme, elle renforce l'immobilisme social. Mais cette vision n'est pas qu'à l'origine de l'ordre et du conformisme. Ce n'est qu'elle, au fond, qui puisse inviter une contre-vision, c'est-à-dire une vision propre à la renverser. Retournons à un autre extrait de la description de l'internat par Gracq dans La forme d'une ville. Le régime de l'internat dans les années 20 de ce siècle était strict. Aucune sortie en dehors des vacances que celle du dimanche. Encore fallait-il qu'un correspondant vint prendre livraison de nous en personne au parloir et en principe nous y ramener le soir. Je ne sortais qu'une fois par quinzaine. Le reste du temps, je n'apercevais de la ville que la cime des magnolias du jardin des plantes, par-dessus le mur de la cour, et la brève échappée sur la façade du musée que nous dévoilait le portail des internes quand on l'ouvrait pour leur entrée à 8h-5 et à 2h-5. Je vivais au cœur d'une ville presque davantage imaginée que connue, où je possédais quelques repères solides, où certains itinéraires m'étaient familiers, mais dont la substance, l'odeur même, gardait quelque chose d'exotique. Une ville où toutes les perspectives donnaient d'elles-mêmes sur des lointains mal définis, non explorés, un canevas sans rigidité, perméable plus qu'un autre à la fiction. Chacun des rhombes qui étoilaient cette rose des vents fleurissait naturellement, indéfiniment, pour l'imagination. Pour Gracq, c'est donc la claustration liée à la vie de l'internat qui ouvre les portes de l'imagination. C'est la contrainte, l'enfermement, l'impossibilité de voir qu'il devient ce canevas perméable plus qu'un autre à la fiction. C'est contre la vision disciplinaire qu'émerge donc cette chose incroyable qu'on nomme l'imagination, cette faculté de se représenter des images. Et cette vision toute singulière a potentiellement quelque chose de révolutionnaire, car les images qu'elle se représente, ces lointains, mal définis, non explorés, ces images sont celles qui nous sont interdites. Elles sont celles qui font l'objet de la censure. Revenons maintenant à notre roman. Il existe effectivement une autre vision qui s'oppose à celle qui surveille et qui contrôle dans le rivage des Syrtes. Cette vision, tout comme celle du jeune Gracq à l'internat qui se construisait la ville de Nantes au-delà des murs, est intrinsèquement liée à l'imagination. Elle correspond au deuxième sens du mot vision, le sens théologique, celui de la vision des prophètes. Et dans le rivage des Syrtes, sur quel objet pointe systématiquement cette vision? Sur le seul tabou du récit, sur l'unique réel interdit, le Farguestan, ce pays contre lequel la République d'Orsena est en guerre. Et c'est contre cet interdit signifié dans le texte par la frontière infranchissable qu'émerge une communauté toute singulière, celle que nous pourrions qualifier de communauté de visionnaires. Sa raison d'être, réveiller la guerre, abolir la ligne frontalière qui la sépare du Farguestan, rencontrer dans une fusion annihilatrice ce que le social nous a censuré. Et si l'œil disciplinaire était en lui-même agissant, c'est-à-dire que l'exercice de sa vision était en elle-même source de contrôle et d'ordre, l'œil visionnaire n'en est pas moins tout aussi agissant. Je cite Maël Renoir dans L'œil et l'attente. Peut-être le regard a-t-il la puissance de créer l'objet qu'il est curieux de voir. Peut-être le mouvement de l'histoire tient-il juste au fait que des milliers de regards par leur tension font être ce qu'ils veulent voir, ou font être une situation nouvelle sans en connaître exactement la nature. La curiosité est ici une faculté créatrice, l'œil également a comme une puissance magnétique. L'œil visionnaire est aussi agissant que l'œil autoritaire de l'administration. Pour reprendre l'expression de Yves Bridel, c'est la vision qui, dans le rivage des Syrtes, met l'histoire en branle. Elle est son moteur. Et c'est parce qu'elle est agissante qu'on peut dire que cette vision est véritablement révolutionnaire, faisant apparaître
Faisant advenir l'objet de son désir, elle brise l'interdit, elle renverse les frontières, elle amène à elle ce qu'il y a au-delà des murs. Contrairement à la vision autoritaire qui légitime et qui protège les différences entre le haut et le bas, entre l'aristocratie et le peuple, la vision révolutionnaire de la communauté des visionnaires, elle, fusionne, abolit les dissemblances. Penchons-nous sur l'extrait du Rivage des Sirtes où cet élan fusionnel atteint son comble, la scène de la cérémonie de Noël à l'église de Saint-Damas. Je cite: « Par-delà les différences de classe et de richesse, cette espèce de fraternité spontanée de la rue ressemblait à celle de gens embarqués dans le même bateau, liés par la solidarité des réflexes d'un équipage de navire au moment où il appareille et où les mots de mort et de maladie s'éteignent dans l'imagination au profit de ceux de typhon et de naufrage. Un grand privilège partagé détendait les ressorts de la jalousie et de l'envie, égalisait les rangs et brassait les remous d'une masse devenue plus fusible, celui d'un peuple entier, collé au sol, et maintenant averti par son oreille profonde que les temps venus poussaient sur la scène, et qui pêle-mêle, abandonnant ses vénelles et ses caves, se bousculait d'instinct dans le désordre vers le seul jour qui vaille qu'on s'y brûle, le grand jour. » C'est beau. Dans le Rivage des Sirtes, donc, et c'est ce que j'ai tenté de vous montrer, il se joue une guerre interne entre deux visions, bien plus qu'une guerre externe entre deux nations. C'est entre un œil disciplinaire et un œil révolutionnaire que se joue la véritable guerre. La vision disciplinaire est celle de l'immobilisme, du conservatisme, de la préservation du social. La vision révolutionnaire cherche à démolir les frontières infranchissables qui sont en quelque sorte les reflets des murs de l'internat, décrits dans la forme d'une ville. La vision révolutionnaire cherche à voir ce qui lui est censuré. Ceux qui en sont porteurs se reconnaissent et se rassemblent, ils font communauté, et cette communauté de visionnaires est potentiellement destructrice du social, autant que ne peut l'être la communauté des amants de Blanchot. Toutes deux portent en elles la menace de l'annihilation universelle. Dans la communauté des visionnaires, il est une catégorie d'individus à part. Rappelons-nous, Julien Gracq expliquait dans la forme d'une ville l'importance du mur pour l'entrée en fiction. Créer revient ultimement à imaginer, à partir d'indices qu'on recompose, ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Cela est présent dans le Rivage des Sirtes. Cette catégorie d'individus, c'est celle des poètes. Je cite: « Lorsqu'on lisait les poètes d'Orsena, on était frappé de voir combien cette guerre avortée, à tout prendre extrêmement banale et où nul épisode pittoresque ne paraissait propre à mettre en branle l'imagination, tenait dans leur écrit une place disproportionnée à celle qu'elle occupait dans les manuels d'histoire. Et plus encore peut-être que l'obstination qu'ils apportaient à la mettre en cause dans leurs envolées lyriques était frappante la liberté excessive qu'ils prenaient ici d'ajouter sans mesure aux faits connus, d'entasser rallonge sur rallonge géante d'épisodes à cette guerre de troisième ordre, comme s'ils avaient trouvé là, pour leur génie, une source de rajeunissement inépuisable. Et que reproche-t-on au personnage d'Aldo, qui sera celui par qui passera la transgression ultime et fatale, c'est-à-dire le bris de la frontière? Ce qu'on lui reproche explicitement, d'abord et avant tout, c'est d'être un poète. Le poète, dans le Rivage des Sirtes, fait incontestablement partie de la communauté des visionnaires. Sa vision, à lui, ne peut être que révolutionnaire. Cela m'amène au dernier point que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Ceux qui connaissent Gracq savent que son œuvre peut essentiellement se séparer en deux. D'un côté, il y a la fiction, dont fait partie le Rivage des Sirtes, et de l'autre, la critique, où la plus grande part de ce qu'il écrit est consacrée à ce que Gracq appelle ses préférences, ses goûts en littérature. Ces préférences, au premier coup d'œil, peuvent sembler assez hétéroclites. On y trouve notamment, évidemment, Lautréamont, le livre du Graal, Claudel, les surréalistes, Rimbaud, Chateaubriand, Jules Verne, Stendhal, Junger. Mais il y a toujours une constante dans l'explication de ses goûts et de ses dégoûts. En matière de dégoût, on pense notamment à Sartre et au nouveau roman. Et cette constante est flagrante à la lecture d'un essai comme « Pourquoi la littérature respire mal ?», ce qui rend à Gracq une œuvre importante. C'est presque toujours cette même manière qu'elle a de chercher à briser un mur, à renverser la contrainte, le conformisme, le convenu, et à construire à partir de là un monde nouveau, inusité, un monde qui serait en lui-même résolument révolutionnaire. Et on pourrait se demander si, à la manière de son personnage principal dans le Rivage des Sirtes, cette tentative ne serait pas celle de vouloir faire émerger, cette fois hors de la fiction, sa propre communauté de visionnaires. Merci.